tous et merci de nous rejoindre pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Le rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. C'est tout un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Si vous apercevez un géant, regardez d'abord la position du soleil. Et ensuite, voyez si le géant n'est pas l'ombre d'un pygmée. Autrement dit, notre perception des choses dépend de notre position. C'est une pensée du géologue, écrivain, noveliste, à méditer en cette journée du 28 septembre 2020, première convocation du tribunal de l'actualité de la semaine. C'est un plaisir que de vous retrouver. Je suis Loukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité. Les juges au siège sont bien présents. Nous avons la présence de Bernard Bougman et Geoffroy Var. Bonjour à tous les deux. Bonjour président Sanfo, bonjour juge Var, bonjour madame, monsieur, et ravi de vous retrouver. Bonjour juge Bougman, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Vous n'êtes pas ravis de nous retrouver. Merci de partager cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Et merci également à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre du lundi au vendredi à partir de 8h pour les versions directes, sans oublier les versions rediffusées. Notez bien, à la télé True TV, c'est 21h30 temps universel. Et sur votre radio Watt FM, c'est 22h temps universel. Alors, ce matin, encore une fois, nous allons parler de ce qui anime l'actualité au niveau du Burkina Faso. Et l'actualité, vous le savez, c'est aussi cette vie politique que nous vivons aujourd'hui, on va dire. Le mouvement patriotique pour le salut MPS, vous le savez, a porté son choix sur son président d'honneur à la personne de Yacouba Isaac Zida pour l'élection présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso. Et malgré donc son absence, il a été investi candidat pour la course au fauteuil de Kosiam le vendredi 25 septembre dernier à Ouagadougou, à l'issue donc d'un congrès extraordinaire du parti sous le thème « Bâtir ensemble un Burkina meilleur en opérant maintenant la rupture en matière de sécurité humaine ». Pour parler donc de tout ce qui a été l'objet d'animation de l'actualité, d'occupation de l'actualité, on va dire, nous appelons ce matin à porter un jugement sur cette actualité et nous avons le président du MPS en la personne du professeur Augustin Loada. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Merci. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos avec les juges au siège. Merci encore une fois de votre fidélité. Ce matin, pour les premiers avant-propos du jour, nous retrouvons avec grand plaisir Bernard Bougman qui, pour l'information, était de l'autre côté de la lagune Ébrié pour s'intéresser donc à l'actualité politique de ce pays. Bernard Bougman, bienvenue. Merci président, bonjour. Qu'avez-vous à nous partager ce matin? Non, mais ce matin, je vais aller au Ghana. Je vais revenir sur la Côte d'Ivoire, après je vais aller au Ghana. Il y a le Togoland occidental, pour ne pas dire le Western, qui demande leur restauration. C'est ce morceau de terre entre le Togo et le Ghana, querellé, et qui était sous protectorat allemand. Donc il faut remonter au tracé des frontières pendant la colonisation et pendant les indépendances. Finalement, ça appartient au Ghana, mais c'est des gens qui, au fil des ans, n'ont jamais renoncé à leur indépendance. Donc, qui sont également repartis le 25 et qui ont effectivement manifesté pour revendiquer leur indépendance. Ils ont même pris des policiers en otage et puis saccagé des postes de police. Alors, donc, la suite, on attend de voir comment est-ce que ça va se passer. Ce n'est pas la première fois. Il y a 2 ans, je crois, ils en avaient également manifesté. Ça avait été l'objet d'un avant-propos ici. Donc, et cette année encore, ils reviennent à la tâche. Je dis c'est des revendications qui ne finissent pas et qui continuent de défrayer la chronique. Au niveau du Ghana, parfois ça va, parfois ça ne va pas. Donc il y a encore un rebondissement. On attend de voir. Mais j'ai dit bien, pour maîtriser cette histoire, il faut remonter à l'époque de la colonisation, pendant le tracé des frontières. Parce que finalement, ils ne se revendiquent plus togolais, ils ne se revendiquent plus ghanéens. Ils veulent sûrement leur indépendance. Et puis c'est une zone qui est très riche sur le plan du sous-sol et qui a beaucoup de potentialités. Donc c'était ça mon avant-propos, tout en vous souhaitant une très bonne semaine. Comment se porte la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oui, ça va. C'est différent de ce qu'on entend dans les médias. Le climat politique, il est comment? Vous pouvez nous décrire? Bon, ce sont les acteurs politiques qui, là c'est tendu, mais vous discutez avec les populations là-bas parce que ça c'est un élément très important.
avec les populations à la base, quand vous arrivez, vous ne savez même pas qu'il y a une crise politique qui se profile en tant que telle. C'est vrai que quand vous rencontrez les différents acteurs dans les différentes tranchées, là ça change. Mais vous rencontrez comme ceux qu'on appelle les citoyens lambda, la première phrase c'est on est fatigué d'eux, c'est toujours les mêmes depuis les années 90-95, qui s'entendent et qui s'entendent pas, mais quand ils montent, ils nous oublient. Deuxième aspect, quand ils vont sonner au rassemblement, c'est sûr, c'est leurs partisans sûrement qui vont sortir. Nous allons courir entrer. Quand ça va se calmer, on ressortira pour chercher notre pain quotidien. Parce qu'en attendant, on a de l'électricité, on a de l'eau à payer. Mais eux, même quand ils sont à l'extérieur, ils vivent bien. Donc, c'est aussi ce sentiment-là. Donc, mais ce qui tape à l'œil, c'est que c'est la grande inconnue. Parce que personne jusqu'à présent ne peut savoir où est-ce que ça va déboucher. Parce que les manifestations publiques aussi étant interdites, pour le moment l'opposition n'arrive pas à montrer, comme on appelle ça, un bras de fer en termes de mobilisation. Parce que c'est suspendu jusqu'au 15 octobre, qui est aussi la date de lancement de la campagne. Donc chacun dit, beaucoup disent, nous n'irons pas aux élections si la CENI n'est pas réformée, le Conseil constitutionnel n'est pas réformé et si Ouattara ne retire pas sa candidature. Mais il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'issue. D'accord. Pour l'instant, en tout cas, vous avez pu arrêter une série de personnalités, notamment des candidats à la présidentielle. Oui. Nous aurons le plaisir de le suivre à travers votre émission Monde Politique. Geoffroy Vara, vos avant-propos du jour. J'en aurai un seul d'avant-propos, et mon avant-propos va concerner l'Afrique du Sud avec une décision qui a concerné Mapisa Nkakula, qui est la ministre de la Défense, et elle écope d'une sanction, 3 mois de suspension de salaire à compter du mois d'octobre. Et la raison, je vais vous l'expliquer, c'est que Dame Ministre s'est permis lors de sa mission au Zimbabwe, à Harare, de transporter des cadres de son parti, l'ANC, qui est aussi le parti de son président. Voilà. Et cela a été dénoncé par l'Alliance démocratique, qui est le principal parti d'opposition, parce que pour eux, il y avait un abus des ressources de l'État. Et après cette dénonciation, le président ayant eu vent de l'affaire, s'est penché de façon très claire sur la question et a parlé d'une erreur de jugement parce qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser les moyens de l'État dans ce cas de figure, qui plus est pour un parti fut-il celui au pouvoir. Et ça, c'est une décision qui pour moi est à saluer et qui répond à ce qu'on veut donner comme exemple. On a des missions. Et on a des gens dans des missions qui n'ont pas leur place. C'est ce qui a été dénoncé. Ils n'ont pas à être là. Ce n'est pas leur travail. Ils font quoi dans cette mission-là? Donc, il y a erreur de jugement, comme le dit le président, et c'est pas tout. Il y a la dame qui aura son salaire suspendu pendant 3 mois, qui sera donc reversé pour autre chose. Mais il y a le parti, même l'ANC, qui est sommé de rembourser ce qu'a occasionné le vol en termes de dépenses. Vous voyez jusqu'où ils vont. Parce qu'il y a aussi cette envie de communiquer quelque chose, c'est la rigueur dans la gestion. Et puis d'arrêter les corruptions qui ont été citées à travers plusieurs cas, notamment concernant le parti qu'est l'ANC. Je crois que c'est comme ça qu'on gère un certain nombre de problèmes. Et on ne se dit pas plutôt que ces dénonciations-là sont de nature à vouloir nous fragiliser. Ça peut être la calomnie, ça peut être ceci, ça peut être cela. Comparaison n'est pas raison, mais n'est-il pas raisonnable par moment de faire des parallèles? Sous nos cieux, ici au Burkina, on a cité nommément plusieurs personnes qui, dans des missions, n'avaient pas leur place, qui viennent gonfler les cortèges et qui n'ont pas leur place dans ces cortèges, qui n'ont pas leur place dans les missions. Et ça, c'est légion, et ça, c'est... Alors qu'on est dans une période où on prêche chaque jour que les ressources de l'État, elles sont précieuses, elles ne sont pas infinies, et donc on a engagé des procédures pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Si on ne regarde pas dans ces choses-là, si on ne communique pas de façon très claire avec des actes, ça ne va pas changer. Je crois que la leçon sud-africaine, pour moi, elle est bonne. Et pourra y regarder qui pourra, et pourra y tirer leçon qui pourra. C'était mon avant-propos. D'accord. Merci à vous, Geoffroy Vara, également pour cette, on va dire, appréciation de l'actualité en guise d'avant-propos. Merci à tous ceux qui suivent justement cette partie de l'émission qui tire compte, en tout cas, de la compréhension de l'actualité. Alors, ce matin, après donc cette première partie, nous allons
nous entretenir avec le président du mouvement patriotique pour le salut, le MPS, en la personne du professeur Loada, sur l'actualité de son parti donc qui a investi l'ex-président et ancien premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida comme candidat pour la présidentielle de novembre prochain. Également ce parti qui va nous entretenir sur la constitution de cette liste pour la législative et entre autres questions, notamment le retour avorté donc du président d'honneur Yacouba Isaac Zida. Encore une fois, bienvenue. Merci. Parlons d'abord de vous, parce qu'il fut un temps quand même où la presse vous cherchait en vain. Pendant 3 mois, vous étiez absent du pays. Où était passé le professeur? Pendant que les autres partis étaient en tout cas de s'armer, de s'organiser en tout cas pour les élections prochaines. La politique n'est pas mon métier. Voilà, je suis un enseignant-chercheur. J'ai aussi une expertise qui est demandée. J'étais effectivement pendant ces longs mois en Nouvelle-Calédonie. Je suis rentré il y a quelques mois. Vous y étiez représentant à tour appris d'une structure. C'est quoi exactement? Disons que j'étais chargé de présider un groupe d'experts qui avait pour mission d'observer la constitution des listes électorales qui étaient destinées à l'organisation, qui sont destinées à l'organisation du référendum d'autodétermination qui va se tenir le 4 octobre prochain. Finalement, on peut dire que vous n'étiez pas prêt pour embrasser une carrière politique comme on le constate, puisque vos calendriers académiques prennent le pas sur les activités politiques. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas mon métier. Politicien n'est pas mon métier. Voilà. Et pour moi, la politique, c'est une manière de contribuer de manière citoyenne à la construction de la cité. Voilà, je ne vis pas de la politique, mais j'ai décidé de vivre pour la politique. Est-ce que vous confirmez ici le fait qu'une certaine opinion pense que vous y étiez contraint par Yacouba Isaac Zida de vous placer comme président du parti? Contraint, mon Dieu. Je pense que s'il y a quelque chose qui me caractérise, c'est la liberté. Voilà, tous ceux qui me connaissent savent que si je suis forcé à choisir une valeur, en tout cas, c'est la liberté. Voilà, c'est quelque chose que je chéris absolument. Et donc, je ne peux pas être à la tête d'un parti politique par contrainte, c'est pas possible. C'est par choix. Le parti, il a été fondé avec un certain nombre de personnes, voilà, dont le professeur Augustin Loada. Pas contraint dans le sens enchaîné, mais contraint par redevabilité parce que vous devez beaucoup à Yacouba Isaac Zida, dit-on. Je l'ai connu il n'y a pas si longtemps de cela. Nous avons effectivement cheminé ensemble lors de la transition, mais je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Je pense que le professeur Augustin Loada, c'était un nom avant de rencontrer Yacouba Isaac Zida. Voilà. D'accord. Pendant votre absence, est-ce que vous avez véritablement les nouvelles du parti? Vous savez sa progression, sa force politique actuellement? Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde, excusez-moi du terme, mondialisé. On n'a pas besoin d'être physiquement là pour être au courant de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc, j'étais constamment en lien avec les cadres du parti, avec les militants. Voilà. D'accord. On va prendre les questions d'entrée. Bernard Bourma. Oui, à propos de vos relations avec Yacouba Isaac Zida, comme le président l'a évoqué, vous passez pour être l'homme de main de Yacouba Isaac Zida. La preuve, vous dirigez le parti dont il est le président d'honneur. L'autre aspect, c'est que vous avez connu les mêmes réalités lors du coup d'État de septembre 2015. Vous faites partie de ceux qui avaient été détenus alors que les autres ont été libérés. Donc ce n'est pas quand même pour rien, professeur. Oui, mais homme de main, je crois que c'est trop fort. C'est fort. Homme de confiance. Oui, peut-être. Je crois qu'il a vraiment confiance en moi, comme moi j'ai confiance en lui. C'est vrai qu'il y a cette confiance qui est née dans l'adversité. Bon, je vois des gens qui en rient, mais c'était pas de la plaisanterie. J'espère que ces gens-là ont vécu des expériences aussi douloureuses pour se permettre d'en rire. On aurait pu laisser notre peau, tout comme certaines personnes ont laissé leur peau. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé. J'ai dit tout à l'heure qu'il me faisait confiance, tout comme moi je lui faisais confiance. C'est parce que nous avons une vision ensemble, celle d'un Burkina meilleur, que nous pouvons construire ensemble, évidemment avec le concours d'autres personnes. Voilà. Et c'est cela qui nous réunit, cette vision qui nous réunit véritablement. Voilà. Geoffroy Vara, aux questions de généralité.
Oui, je voudrais ajouter, parce que parfois on m'interpelle, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec un militaire? La semaine passée, il y a encore deux personnes qui m'ont interpellé là-dessus. Moi, je leur réponds toujours que je n'ai aucune difficulté à travailler avec les militaires. Moi, je travaille avec le général Thiemokoma Garango. Il m'a appris beaucoup de choses, notamment la rigueur, le travail bien fait. C'est un homme de perfection. Et moi, ça ne pose aucun problème de travailler avec un militaire si on est d'accord sur la vision, où on va aller et comment on y va. Voilà. Allez-y. Bon, moi, c'est une question de la bouche. Bon, je vois aussi. Il a dit qu'on va tester. Voilà, c'est beau cette question. Maintenant, deuxième, je me dis, est-ce que il y a cette nouvelle vie, on dira comme ça, celle de l'homme politique qui va avec tout son caractère partisan, et il a la réalité que pendant un certain temps vous avez été aussi l'homme qui semblait être à équidistance et qu'on évitait à tous les débats et autres parce qu'on avait envie d'avoir votre lecture de celui d'un intellectuel. Aujourd'hui, c'est un intellectuel marqué, donc partisan. Est-ce que ça ne vous manque pas? Vous dites que vous êtes un homme de liberté, oui, mais est-ce que ça ne vous manque pas qu'on ne vous voit plus autrement que à travers le prisme de du caractère partisan et de la thème politique? C'est effectivement un exercice extrêmement difficile. Beaucoup de gens pensent que dès lors qu'on franchit le Rubicon, qu'on tombe dans l'arène politique, on n'est plus crédible. Les hommes politiques sont perçus comme des menteurs, des gens sans valeur. J'essaie de déjouer ces pronostics, j'essaie de rester moi-même. Je sais que c'est un exercice qui est extrêmement difficile, mais j'essaie d'incarner les valeurs qui m'ont été transmises par l'éducation. Voilà. Et évidemment, sur le terrain, je sais que c'est pas facile, y compris avec les militants, parce que cela ne fait pas forcément gagner des voix. Mais je pense que si on veut changer la politique, il faut persévérer dans ce travail-là, qui consiste à incarner sur le terrain politique les valeurs auxquelles on croit. Voilà. Donc je peux dire que c'est pas parce que je suis devenu un homme politique que je suis devenu plus stupide, que je suis devenu moins objectif dans l'analyse. Je sais faire la part des choses entre ce qui relève du domaine partisan, forcément, et ce qui relève aussi de l'analyse objective. Et c'est cela qui m'amène parfois à être incompris, y compris des journalistes, parce que bon, je prends par exemple la question des... on me reproche d'être de l'opposition et de négocier aussi avec le pouvoir politique. Pour moi, c'est l'incarnation de valeurs aussi que on m'a transmis. C'est-à-dire que pour moi, la politique, c'est pas nécessairement le combat. C'est pas un combat de gladiateurs. Je pense qu'il y a des consensus qu'on peut avoir sur les règles du jeu. Je pense d'ailleurs que une des fonctions essentielles du politique, c'est justement de réguler les conflits, de les prévenir et de construire la paix. Voilà, évidemment, si on met ça devant, les gens peuvent ne pas comprendre parce que pour eux, la politique, c'est un combat de gladiateurs. Et donc, quand ils voient pas du sang, quand ils voient pas des larmes, ils se disent, mais il y a anguille sous roche, quoi. Oui, ben à la vérité, vous dites objectif, et puis il y a le caractère partisan, parce que la politique, c'est aussi ça. Comment on peut être objectif en étant partisan, en ayant des intérêts qu'on défend chaque jour? Je pense que c'était une question. Oui, je pense que c'est difficile, mais si on est humble, si on se dit la vérité n'est pas du côté nécessairement du MPS, mais là devant nous, je pense qu'on peut parvenir à un consensus. Je pense par exemple aux règles du jeu. Évidemment, chacun peut avoir son interprétation, mais on peut s'entendre sur ce que signifient ces règles du jeu. Voilà, donc je pense que c'est pas parce qu'on est des acteurs politiques qu'on ne peut pas avoir, je dirais, des consensus. Mais je pense que tout le long de notre échange nous permettra de mieux lire cela, parce que sur certaines questions, on ne vous comprenait pas, pour le ministre du droit que vous êtes. Bon, commençons par parler des législatives. Oui. Voilà, parce que aujourd'hui même commence le dépôt des candidatures pour la présidentielle. Pour ce qui est des législatives, nous savons déjà que les listes des grands partis sont déjà dévoilées. On connaît en tout cas la réalité de certains partis. Pour ce qui est du MPS, on n'a pas véritablement connaissance
connaissance de la publication de votre liste. Alors, certains partis ont eu des difficultés à trouver des candidats pour occuper les postes, d'autres ont la difficulté donc de pouvoir positionner des partis au détriment d'autres, des candidats au détriment d'autres. Quelle est la réalité donc du MPS à ce jour? La réalité du MPS, c'est que nous n'avons pas les mêmes agendas que les autres partis politiques. Notre agenda de la semaine, c'était le congrès. Évidemment, à partir du moment où cet événement est passé, on peut s'occuper d'autres choses maintenant. Voilà. Et donc notamment parce que je suis interpellé sur cette question, sur les listes de candidatures qui ont été déposées, qui ont été constituées évidemment avec l'appui des cadres et des candidats intéressés. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pu couvrir véritablement tout le territoire national? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des partis qui ont des difficultés sérieuses, surtout les nouveaux partis comme le vôtre, qui ont des sérieuses difficultés pour trouver des candidats qui font le poids pour être positionnés dans les listes. Oui, je ne vous cache pas que militer dans l'opposition, c'est pas une sinécure, hein, surtout dans un contexte comme le Burkina Faso, où le clientélisme fonctionne à merveille, hein, y compris du côté de ceux qui sont engagés sur le terrain politique, des partis politiques, qui s'attendent à ce qu'il y ait une pluie de ressources qui leur permettent de redistribuer à leurs partisans et donc aux électeurs. Évidemment, si on a cette conception de la politique, on ne peut pas attirer beaucoup de gens parce que les Burkinabés ont été formatés depuis, je dirais, l'amorce du processus démocratique dans notre pays, dans ces conceptions de la politique-là. Voilà. Et donc, oui, je reconnais que un parti politique, c'est des questions d'argent, c'est aussi des questions de cadre et que le MPS est toujours à la recherche de cadres. Voilà. Vous parlez des questions d'argent, logiquement, on ne devrait pas en avoir. Vous êtes un professeur de renom, on dit de vous, en tout cas, vous êtes l'un des intellectuels les plus nantis. Vous avez le président d'honneur qui est quand même quelqu'un qui a un patrimoine assez important. Et comment se fait-il qu'on a cette difficulté financière qui est un moyen de mobilisation? Je pense qu'en dehors peut-être du parti au pouvoir, et pour les raisons que vous imaginez, il n'y a aucun parti politique de l'opposition qui peut dire que sur ce point-là, il est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Je pense que gérer un parti politique, c'est aussi beaucoup de dépenses. Imaginez par exemple les sections que vous avez dans les provinces. Si vous voulez avoir des sièges, c'est autant de dépenses qu'il faut évidemment engager. Et vous savez très bien que les militants que nous avons au Burkina Faso ne payent pas véritablement les cotisations. Et donc, les ressources qui sont engagées sont principalement celles qui sont je dirais, mobilisés auprès d'un certain nombre de sympathisants et quelques militants, mais qui ne voudraient pas s'afficher. Et qui permettent au parti en tout cas de fonctionner. Ça pose un problème justement sur les déficiences de notre système de financement des partis politiques. Vous savez très bien qu'au Burkina Faso ici, ce qui est en jeu véritablement, c'est la construction de la démocratie et nous avons un système de financement qui ne permet pas véritablement aux partis politiques de jouer leur rôle. Évidemment, la question de la transparence de ces sources de financement n'est pas abordée par notre législation. La question du plafonnement des dépenses non plus. La question de la justification des dépenses non plus. Donc autant de problématiques qui grèvent la qualité du fonctionnement de notre démocratie. On attend souvent des démissions, ça et là, des militants qui démissionnent du MPP pour rejoindre soit l'UPC ou le CDP, ou vice-versa, mais on attend rarement des démissions au profit du MPS. C'est quoi le problème? Est-ce que vous n'arrivez pas véritablement à défaut des ressources financières, vendre l'idéal je me méfie un peu de ces transhumances qui sont aussi, je dirais, un symptôme de la mauvaise gouvernance qui affecte les partis politiques dans notre pays. Moi, je pense que la liberté d'aller et de venir doit être reconnue aux militants. Ce qui nous importe surtout, ce sont des gens qui ont des valeurs. Voilà. Le MPS est à la recherche des cadres qui ont des valeurs et qui sont prêts à se sacrifier pour défendre ces valeurs-là. Donc, évidemment, s'il y a des gens qui partagent ces valeurs, qui veulent venir au MPS, ils sont les bienvenus.
Vous êtes nombreux à avoir levé le point en 2014 et 2015 jusqu'à ce que les élections arrivent, mais quand on regarde certains ténors de cette même transition-là, sont dans des partis politiques. David Moyenga, CNT, APP Burkindi. Medguer Vekam vient de lancer Silence avec d'autres également qui ont animé la transition. Vous avez lancé le MPS avec Yacouba Isaac Zida. Qu'est-ce qui se passe dans les rangs de ces insurgés qui n'arrivent pas à s'entendre sur le plan politique? On a l'impression que la donne ne va pas changer parce que la vieille classe se divise en fonction des intérêts. On a l'impression que même la jeune génération est en train d'emboucher la même trompette. Pourquoi est-ce que ces messieurs-là ne vous ont pas rejoints ou ne vous les avez pas approchés? Bon, je pense que la liberté de création des partis politiques, elle est consacrée par notre Constitution, mais il est très clair que si, évidemment, ceux qui ont une vision autre de la politique et qui veulent véritablement le changement dans notre pays, s'ils veulent voir leur idéal triompher, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il va falloir se rassembler. Peut-être que le moment n'est pas encore venu, mais je pense qu'il viendra. Alors, vous avez espoir que vous allez finalement finir par vous retrouver? Oui, c'est ce que je dis. Si on veut véritablement opérer la rupture et procéder au changement nécessaire, en tout cas que réclame notre peuple, tôt ou tard, il faudra bien qu'on s'asseye et qu'on discute. Alors, la Côte d'Ivoire a Gbagbo ou rien, les Gore, mais on a l'impression que dans les rangs du MPS aussi, c'est Zida ou rien. Vous savez, il m'a proposé d'être candidat. Voilà, j'ai dit que à ce stade, je n'étais pas prêt et j'ai dit qu'il était le meilleur atout du MPS. Voilà. Et donc, pour moi, le MPS, c'est pas Zida ou rien. Le MPS présente le candidat qu'il pense être le meilleur. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Non, je pense, honnêtement, je pense qu'il a plus d'atouts que moi. C'est vrai, il est clivé. Hein, il y a des gens qui n'aiment pas Zida, hein, ça je ne le cache pas. Mais il a, et j'ai toujours dit, et c'est les plus nombreux, des partisans, voilà, qui sont plus nombreux. Et je pense que ce qui est important pour moi, c'est la vision. C'est-à-dire que si on a un projet ensemble, pour moi, ce projet doit être porté par celui qui est le mieux placé. Et je pense que dans la configuration actuelle, Yacouba Isaac Zida est certainement mieux placé. Vous le pensez, mais moi je pense que vous faites partie aussi de ces intellectuels africains qui préfèrent jouer les postes, les seconds rôles, quand vient le moment de s'assumer, qui ont parfois peur tous les arguments pour dire c'est vous, à tel enseigne, certains sont au service d'autres qui ont fait des années au pouvoir, et qui ont fait des vies, ils sont à leur service. Moi, c'est pas les positionnements d'individus, de personnes. Moi, j'ai été élevé dans l'humilité. Je considère qu'il y a des gens qui sont toujours mieux placés que moi, voilà. Et quand je les trouve, j'apporte mon concours. L'essentiel, c'est que nous soyons d'accord sur la vision. Si on est d'accord sur la vision, pour moi, peu importe le champion qui porte cette vision, pourvu que ce soit le meilleur. Professeur, il y a des moments de force humilité. Souvent, je ne comprends pas ces joueurs qui ne veulent pas le brassard du capitaine. Ce n'est pas un supporter que vous êtes. Vous êtes un joueur. Honnêtement, si on organise des primaires au sein du MPS pour choisir le champion, je pense que Zida sera devant. C'est pas un complot. Non, je vous le dis, franchement. Il sera devant parce qu'il a monté le parti ou sera devant parce que on l'a monté ensemble. Je pense qu'il a plus d'atouts. Voilà. Vous l'avez monté ensemble, mais juste après le congrès d'officialisation du parti, en attendant de savoir si c'est lui-même qui... Non, honnêtement, les militants sont vraiment mobilisés derrière lui, et je comprends qu'il puisse incarner, peut-être... un idéal que les jeunes recherchent. Moi, comme je vous l'ai dit, si on sait où on va, comment on y va, moi ça me suffit. Alors, mais au début, il y avait la coalition rupture avec la KP Burkindi. Voilà, je pense que j'aurais dû en parler lorsque vous avez évoqué l'idée de fédérer évidemment les énergies autour de ce projet de rupture que portent finalement différents acteurs qui ont participé notamment à l'insurrection. C'était une expérience. C'est une expérience en cours. C'est vrai que c'était difficile. Hein. Ça n'a pas été difficile de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la rupture, comment il faut y aller.
mais ça a été plus difficile de constituer des listes. Mais je pense que c'est un début, c'est une construction. Donc pour moi, c'est vrai, les élections de novembre, c'était une opportunité, mais il y aura d'autres opportunités. Et je pense que si on conçoit uniquement le rassemblement à des fins purement électoralistes, ça va pas être solide. Je pense que c'est important de mûrir le projet de rupture, comment il faut le faire, avec qui, avant véritablement de constituer, de voir quels sont les champions qui peuvent porter ce projet-là. Ça n'a pas marché peut-être parce que vous dites que c'est pas ça, mais moi le Zida ou rien, ça n'a pas marché, mais je pense que c'est beaucoup plus là qui a prévalu parce que il y a beaucoup qui étaient embarqués dans l'aventure, qui ont abandonné un chemin, comme Tahirou Barry avant l'officialisation, son nom avait été cité, et ensuite il était question de voir qui va être candidat, et tac, les gens ont commencé à sortir. Je pense que le temps a manqué pour construire des consensus. Vous savez, on ne peut pas sur le court terme arriver à c'est plus difficile lorsqu'on a des contraintes de temps. Mais la difficulté à quel niveau avec des gens qui partagent un minimum de vision pour le Burkina Faso ensemble. Écoutez, les ambitions sont tout à fait légitimes. Je pense que si on avait eu plus de temps, je pense que les discussions auraient davantage été fructueuses. C'est vrai, il y en a qui sont partis, mais il y en a qui sont restés. Et ceux qui sont restés se sont mis d'accord autour de la candidature de Yacouba Isaac Zida. C'est vrai, on aurait pu élargir, pour faire foule, mais je pense que ce serait un exercice purement artificiel. Et donc, je pense que le plus important, c'est de garder ce projet-là, c'est-à-dire nécessairement fédérer les énergie et puis voir qui est le mieux placé pour porter ce projet de rupture. Voilà, donc pour moi ce n'est pas tard, voilà. Et tôt ou tard il faudra bien y arriver. Alors, parlons de ce retour avorté de Yacouba Isaac Zida, qui devait prendre part au congrès d'investiture, annoncé en grande pompe, véritablement pour certains observateurs, il n'y a que le MPS qui y croyait. Et finalement, vous annoncez à travers un communiqué qu'il ne pourra pas être là parce que les autorités maintiennent donc toujours une position qui est celle de l'arrêter une fois qu'il sera au pays. Et le gouvernement qui sort un démenti. Finalement, qui dit la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement d'abord pour commencer? Bon, moi je ne vais pas polémiquer avec le porte-parole du gouvernement. J'ai reçu un carton rouge de la part du porte-parole du gouvernement. Je prends acte. Je me dis que au jugement dernier, on demandera compte de qui a manqué au 9e commandement. C'est arrivé là-bas comme on le dit? Oui, je veux dire, pour moi... Le 9e commandement dit quoi? Tu ne mentiras pas. Je ne veux pas polémiquer sur ce terrain. Mais je pense que le communiqué du gouvernement, c'est déjà un progrès. Parce que ça a permis de clarifier les choses. Par exemple, le scénario Soro, ça, il est écarté. Voilà, parce que il y en a qui disent ah oui, s'il vient, ça sera comme Soro. Je vois ça, je lis Facebook parfois, je regarde, je n'interviens pas, vous savez pourquoi. Bon, je pense que ça a permis de clarifier. Le gouvernement a dit clairement, il est libre de rentrer. Donc pour moi déjà, c'est un progrès. Voilà. En revanche, ce n'est d'ailleurs pas une information nouvelle. Vous savez, mais le fait que les gens évoquent des scénarios, on voit ce qui se passe dans les autres pays. Ça relevait de la probabilité. Voilà. Mais le gouvernement dit qu'il est libre comme tout Burkinabé, ou bien Zida n'est plus burkinabé? Ah, justement. Moi, si Zida est burkinabé, il faut le traiter comme les Burkinabés sont traités. Voilà. Justement. Qu'est-ce que je disais que c'est sur le terrain de droit que moi j'ai plus envie de m'expliquer que sur les questions de morale avec le gouvernement. Voilà. Vous savez, moi ce que je dis, c'est pas pour Zida, c'est pour justement tout Burkinabé qui accède à des fonctions éminentes, des fonctions de chef d'État. Voilà. Et qui a terminé, je dirais, la mission qui lui a été confiée. Il se trouve que dans ce pays, il y a des dispositions. Il y a une loi qui a été votée, je crois en 1992, voilà, qui définit un certain nombre, je dirais, d'avantages qui sont concédés aux anciens chefs d'État en raison justement des fonctions qu'ils ont occupées. Je pense notamment à la question de la sécurité. Vous savez très bien de quoi je parle. Yacouba Isaac Zida a dû prendre des décisions, peut-être à l'époque qui était populaire,
mais qui l'expose aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous trouvez normal qu'il puisse se promener entre guillemets à Ouagadougou comme vous et moi sans crainte pour sa sécurité? Voilà. Il en va de même pour toute personne qui a exercé des fonctions de chef d'État. Voilà. C'est normal que la République protège ces gens-là. Donc, la loi de 1992 définit un certain nombre d'avantages liés au statut d'ancien chef d'État. Cette loi a été révisée 10 ans plus tard et il y a eu des décrets d'application, dont le dernier date de 2015. Et donc, ce que je dis, c'est pas seulement pour Yacouba Isaac Zida en tant qu'ancien chef d'État, c'est aussi pour tous les chefs d'État qui vont se succéder au Burkina Faso. Donc, vous savez que même si on dit que les institutions sont indépendantes, nous sommes un parti politique de l'opposition, pour mettre en œuvre ces dispositions, il faut forcément prendre langue avec les autorités. Il faut prendre langue avec les autorités et c'est ce que nous avons fait. Parce que nous estimons qu'à partir du moment où c'est la loi et les règlements qui définissent ces dispositions-là, il n'y a aucune raison de refuser leur mise en œuvre parce que c'est Yacouba Isaac Zida. Voilà. Maintenant, les questions de justice militaire. Voilà. Si vous prenez la loi sur, je dirais, l'organisation judiciaire au Burkina Faso, la justice militaire ne fait pas partie de l'organisation judiciaire au Burkina Faso. Et donc, moi, je respecte la justice comme pouvoir indépendant. La séparation des pouvoirs, c'est un principe auquel je crois. Mais, excusez-moi, c'est au Burkina Faso que j'ai entendu parler de diplomatie judiciaire, s'agissant du tribunal militaire. Voilà. Et donc, c'est pas à moi qu'il faut donner des leçons, en tout cas de droit constitutionnel sur ce point-là. Voilà. Allez-y. Oui, moi, quand on vous écoutait au départ, on avait l'impression qu'il y avait un problème avec les autorités. Parce que vous parliez même dans je pense que je vais retrouver dans l'un de vos discours, un genre de volonté de l'humilier quand il rentrerait et tout. Mais là, il y a un élément intéressant que vous ressortez, et quand on vous écoute, c'est la question de sécurité. De quoi Zida aurait-il peur ou qui pourrait l'inquiéter, à part les autorités? Ne faites pas semblant, monsieur. Nous vous écoutons de votre tribunal. Ne faites pas semblant. C'est ses anciens camarades. Ne serait-ce que cela. Dites-nous tout alors. Non, ne serait-ce que cela. Il leur a fait quoi au point d'avoir... Non, attendez, quoi. Vous savez très bien que quand on a été chef d'État, forcément, on prend des décisions qui ne plaisent pas à tous. Voilà. Lesquels l'ont exposé? Vous étiez avec lui en son temps. Oui, mais vous étiez au Burkina. Je pense par exemple à la dissolution du RSP. Vous savez très bien que s'il y a des gens qui peuvent en vouloir à Yacouba Isaac Zida, c'est ceux qui pensent que voilà, il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui et c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est eux qui, entre guillemets, rasent les murs. Ils seront revanchards jusqu'à ce temps. Je pense que dans ce pays, malheureusement, des gens qui réclament la réconciliation n'ont pas fait leur aggiornamento et qui continuent de penser que l'insurrection c'était une erreur. Voilà. Ces gens-là, moi je doute fort qu'ils aient pardonné. Voilà. Donc, si je comprends bien, Yacouba Zida a plus peur de ce... Écoutez, donc, le problème est beaucoup plus à ce niveau qu'au niveau du pouvoir. Bon. Je pense qu'il y a un deuxième problème qu'il faudrait évoquer. Voilà. Comment en est-on arrivé là? Je pense que c'est important. C'est-à-dire, si vous voulez résoudre un conflit, il faut essayer d'en comprendre la genèse. Ça, c'est extrêmement important. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ancien chef d'État, ancien Premier ministre, et les nouvelles autorités soient, permettez-moi l'expression, à couteau tiré? Il faut vous poser la question. Voilà. Il faut poser la question. Expliquez-nous alors. Expliquez-nous alors. Écoutez, vous étiez ici, vous avez suivi un ancien leader de la transition. Écoutez, je sais qu'au Burkina Faso, on est très critique, on est très sévère, mais la transition à l'extérieur, la transition au Burkina Faso à l'extérieur est célébrée comme une transition exemplaire. À la fin de la transition, il y a eu cette passation. Voilà, pour la première fois, on a dit, voilà, un civil passe la main à un civil. Tout le monde était aux anges. On disait, un jour nouveau va se lever au Burkina Faso. Voilà. Le Premier ministre dit, j'ai terminé ma mission.
il demande aller au Canada auprès de sa famille. Entre-temps, pour des soins. Il avait été nommé, je souligne cet épisode-là, voilà. Entre-temps, il avait été nommé ambassadeur par le président sortant, Michel Kafando. Voilà. J'ai entendu des gens dire, mais moi j'ai cru comprendre que c'était avec l'accord des nouvelles autorités et avec l'accord de la puissance accréditante, les États-Unis. Voilà. Je ne sais pas franchement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne soit plus ambassadeur. S'il avait été ambassadeur, peut-être que nous n'en serions pas là. Voilà. Je veux dire par là qu'il y a eu toute une série peut-être de vexations qui ont entraîné peut-être Yacouba Isaac Zida à se replier sur lui-même. Bon, sans compter cette campagne, je dirais, de diabolisation, véritablement. Je suis désolé, mais on a tous vécu ici. Même moi, des choses méchantes ont été dites à mon endroit. Voilà, sur ce que j'aurais fait, même pendant la transition, par les médias. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, vous demandez à quelqu'un, dans ces conditions-là, de rentrer. Bon, je ne sais pas si beaucoup n'auraient pas fait comme lui, quoi. Ces explications sont secondaires. La principale est que c'est un militaire, il est parti, il a bénéficié d'une autorisation. Donnez-moi un seul exemple de chef d'État militaire qui, après sa fonction ou son mandat, est retourné dans l'armée. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, il y a rarement aussi de chefs d'État qui, à la fin, au soir donc de son mandat, se fait bombarder général et qui refuse de. Écoutez, il y a rarement, j'ai dit. Oui, mais dans l'histoire de notre pays, il a dit dans son interview, la misère est passée de lieutenant-colonel à général. Voilà. Et puis c'était avec qui là, mais il ne s'est pas bombardé tout seul là. C'est d'abord le président de la transition qui l'a proposé et sur la base d'une loi qui a été votée au CNT. C'est vrai, vous pouvez dire il a inspiré, mais je dirais, est-ce que c'est la même loi mais la même loi qui a fait de Yacouba Isaac Zida du général qui passe de lieutenant-colonel à général directement sans division sans passer par les autres échelons. La même loi a créé beaucoup de problèmes. On se rend compte que c'est une loi qui a été sujette à polémique dans les rangs de l'armée, pas seulement dans les rangs de ses frères d'armes de RSP. Je suppose que... Je rappelle que lors des rencontres, les militaires avaient mis cette loi sur la table et avait discuté certaines de ses dispositions. Donc, la réalité, c'est sur la base d'une loi controversée. Oui, je n'en discute. Et ce n'est pas la seule loi controversée votée par le CNT. Mais qui est responsable? Donc, je pense que si on veut engager la responsabilité, il faut engager la responsabilité responsable de la loi ou de la nomination. Mais de tous ceux qui ont concouru à ce changement. Mais puisque la camisole était cousue pour mais est-ce que le CNT était obligé? La finalité. Est-ce que le CNT était obligé d'accepter cette loi? Mais j'ai l'impression que vous avez oublié comment la loi a été votée. Non, mais moi je vous renvoie aux responsabilités des uns et des autres. Est-ce que le CNT était obligé de voter cette loi? Mais vous parlez de quel CNT? Le CNT présidé par Assis Chérif. Et des conditions de vote de cette loi, vous l'ignorez? Mais écoutez, les conditions de vote, c'est pas la seule loi qui a été votée. Le code minier, ça n'a pas été voté par le même CNT. C'était pas une bonne loi. Voilà. Donc, de toutes les façons, je pense que s'il faut faire le procès de la transition, il faut que chacun accepte de porter sa croix. Ce que je n'accepte pas, c'est celle qui consiste à charger quelques-uns ou une personne. Voilà. Je ne dis pas que tout était parfait pendant la transition. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites, il y a eu de mauvaises choses qui ont été faites. Mais quand il faut faire le procès, le tribunal, justement, il faut donner à chacun ce qui lui est dû de sa part de mauvaises pratiques, etc. Voilà. Quand on parle de retour de Yacouba Isaac Zida, il y a 3 faits majeurs qui sont sur la balance. C'est sa relation avec les autorités actuelles. Est-ce que ces relations sont au beau fixe ou il craint? Deuxièmement, vous savez bien que ces relations ne sont pas au beau fixe. Deuxièmement, c'est avec ses anciens camarades de l'ex-RSP. Et troisièmement, ce sont les questions sécuritaires. Maintenant, vous, votre préoccupation à quel niveau? Parce que vous avez parlé d'humiliation.
Qu'est-ce qu'on met dans ce concept d'humiliation? Bon, moi, je suis un homme responsable. Voilà, je suis un homme responsable. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur un plateau de télévision. Il y a des choses qu'on peut écrire dans les ouvrages, dans les mémoires, quand l'eau aura coulé sous les ponts, quoi. Voilà. Donc, permettez-moi de ne pas dire certaines choses. Mais vous dites, entre-temps, que vous avez pris langue avec les autorités en place, oui. Mais de façon publique, vous dites que Zida va rentrer un jour, il sera face à la justice, il n'a pas pour intention de succéder. Je peux vous dire ce que lui m'a dit. Voilà, il m'a dit, il est disposé à se mettre, voilà, à la disposition de la justice. Vous savez, il y a 2 dossiers qui le concernent. Devant la justice militaire, parce qu'il a refusé de rentrer. Voilà. On le poursuit. Il a déserté, on dit. Voilà, après l'avoir radié. Voilà. Je ne veux pas trop évoquer, parce que c'est un dossier qui est pendant, quoi. Moi, je suis un juriste, je vais pas évoquer les éléments, quoi. Voilà. Mais je sais que si on est devant un tribunal ordinaire, ça ne tient pas. Vous dites qu'il y a 2 dossiers qui le concernent. Le deuxième, c'est l'insurrection. Il y a un juge qui veut savoir comment ça s'est passé. Parce qu'il était commandant en second expert. Voilà, c'est ça. Voilà, il n'est pas inculpé. Le juge veut l'interroger. Voilà. Et je pense que il doit donner des explications. Où est l'humiliation dans cette volonté? Non, simplement savoir. Pourquoi vous voulez revenir sur ça? Mais voilà. L'impression que professeur Louada donne, oui. C'est qu'on a un Zida. Oui. Qui veut rentrer au pays avec son statut d'ancien chef d'État. Voilà. Et se accueillir. Non. Je finis. Non, pas, je pas finis. Et après, tapis rouge, avec toute la sécurité qu'il faut, fanfare et tout. Voilà. Et puis qui va aller faire campagne, pas seulement à la justice, parce qu'il est candidat. Il va aller dans tous les hameaux du Burkina Faso avec une bonne garde sécuritaire, avec tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que c'est ce que vous caricaturez. Mais vous caricaturez. Vous oubliez le contexte dans lequel il y a beaucoup de choses qui va derrière tout ça. Vous caricaturez. Voilà. On n'a pas demandé le tapis rouge. Voilà. Bon, enlevez les tapis rouges. Voilà. Sa sécurité, c'est tout. Et puis, il a dit qu'il était disposé à se présenter devant la justice, c'est tout. Mais je sais qu'il y a des gens qui veulent voir un Zida menotté, voilà. Mais il y a le courage aussi de vouloir qu'à un moment donné, que la vérité se sache et que lui aussi soit libéré. Ça, je suis d'accord avec vous. Tôt ou tard, il faudra qu'il fasse... Mais pourquoi vous l'en avez dissuadé? Bon, je pense que dans le contexte actuel, c'était bon pour que au niveau des militants, il n'y ait pas d'incompréhension. Voilà, je pense que c'est surtout cet aspect-là. Nous, on a voulu privilégier un retour apaisé. Voilà, pas un retour dans des conditions. C'est vous qui avez attendu la dernière minute finalement. Bon, vous savez, il a eu 4 ans, voire 5 ans pour le faire. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais Zida, il fait autre chose. Il fait entre autres, il a dit, il fait une thèse. Voilà. Mais donc, il n'est pas assis là à ne rien faire, quoi. Oui, ce que vous avez parlé du contexte. Vous parlez de quel contexte? De quoi contexte de son retour, parce qu'il dit qu'il est prêt pour venir répondre devant la justice militaire pour dire ce qu'il sait du dossier de l'insurrection. Non, c'est pas justement. Et ensuite, non, c'est pas ça. Vous dites que vous ne voulez pas le taper. C'est pas ça. Ne caricaturons pas. Il a dit qu'il était disposé à se présenter devant la justice militaire pour justement, voilà, tout à fait. C'est pas parce qu'il n'est pas poursuivi. Ça n'a rien à voir avec l'insurrection. C'est le fait que, à la suite de l'injonction de rentrée qui a été formulée par le président du Faso, il n'a pas obéi. Je crois que c'est ça le problème. Ah, le problème de discipline militaire. Non, moi je prends pas ça comme ça. Pour moi, c'est un problème politique. Voilà. À quel niveau? Le fait qu'il y ait eu une mésentente entre lui et l'actuel président. C'est un problème politique. Le fait que le soldat a défilé à l'injonction du chef suprême des armées. Oui. Et pour à la ministre de la Défense à l'époque. Oui, tout à fait. Et pourquoi? Mais vous convenez avec moi que c'est le ministre de la Défense qui a donné l'ordre de poursuite. Voilà. Ce n'est pas dans les prérogatives? Oui, justement. Et ça pose un problème, justement. Moi, je l'ai dit clairement. Je pense que la justice militaire a besoin d'être réformée. Elle a besoin d'être réformée. C'est vrai, en 2017, il y a eu des réformes, mais ce n'est pas assez.
Il faut justement faire en sorte que le pouvoir politique ne puisse pas interférer dans le cours de la justice militaire. Alors, dans le contexte actuel, le ministre de la Défense pouvait le faire ou ne pouvait pas le faire. Cette injonction de rentrée. Oui, mais... Et qu'il lance les poursuites après. Mais écoutez, pourquoi on ne traite pas Yacouba Isaac Zida comme tout simplement une personnalité civile dès lors qu'il a été rayé des cadres de l'armée? Voilà. Moi, ça me pose un problème. Je trouve qu'il y a un acharnement. On le raye, donc il est sans emploi. Voilà. Et comme si ça ne suffit pas, on le poursuit encore. Voilà. Bon, personnellement, ça me pose un problème. Ceux qui se sont bombardés, en général ou autre, à l'issue des coups d'État, il y en a à l'appel. Au Niger, il y en a eu, en Guinée, même au Mali, même au Burkina. Oui. Et donc, mais eux, en général, ils le font au début de leur mandat, ouvert là. Mais ici, c'est pratiquement à la fin. Et c'est le chef de l'État qui veut le faire. Après, vous rêvez d'assumer les charges d'un homme politique. Et dans cette loi qui a fait que vous puissiez être général, on vous donne 5 ans. Vous devez démissionner, mais il n'a pas démissionné. Mais il a été rayé juridiquement, il n'est plus... Non. Avant qu'il ne soit rayé, il était toujours dans les rangs des forces armées nationales. Général 3 étoiles. Oui, mais... La chose la plus facile à faire, c'était de quoi? C'était de dire, bon, tirer conséquence, je démissionne des effectifs de l'armée. Est-ce qu'il en a eu le temps? Bien. Est-ce qu'il en a eu le temps? Entre son départ et la radiation, il s'est écoulé combien de temps? Mais il est parti quand au Canada? C'est immédiatement. En 2015. Il est parti immédiatement. Oui, juste après, oui. Et la radiation est intervenue, ce n'est pas 2 mois après quand même. La radiation, si vous regardez bien le décret de radiation, rétroactivement en janvier 2000, je crois, en 2016. Oui, ça c'est le truc. Mais lui, il savait qu'un bon militaire, je pense que il savait à quoi il faisait. Est-ce que c'était mieux de s'assumer dès les premières heures, acter que je quitte les effectifs des rangs de l'armée? Parce que tout le monde savait que Zida avait des ambitions politiques. Bon, peut-être que c'est pour ça qu'il a des problèmes. Et dès lors, il fallait également mettre de la forme dans son engagement. Dès lors qu'on savait qu'il avait des ambitions politiques, immédiatement, voilà, c'est ça. Vous avez des ambitions politiques, vous prenez les galons de général et puis vous n'êtes pas. Non, vous traitez comme déserteur en tant que tel. Il ne faut pas inverser la logique. Donc, vous avez dit quelque chose de vrai. Voilà. Vous avez dit quelque chose de vrai. C'est pourquoi j'ai dit, étant donné qu'il avait ses ambitions politiques, il fallait tirer lui-même, il devait s'assumer. Bon, peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Mais vous avez dit quelque chose de vrai, je suis d'accord avec vous. Dès lors que, voilà, on savait qu'il avait des ambitions politiques. Finalement, il n'est pas rentré. Vous l'avez investi en son absence. Et il est intervenu par visioconférence. On a vu quand même que votre discours n'a pas été des plus tendres qui soient. Vous avez en tout cas tiré à boulet rouge sur les gouvernants actuels. Oui. Alors qu'auparavant, on n'avait pas ce discours-là. Oui. Est-ce que vous êtes dans l'amertume? Est-ce que vous êtes en position revancharde? Non, je suis pas, c'est pas à ce stade. C'est vrai que sur ce plan-là, effectivement, il y a des gens qui me l'ont reproché. Voilà. Mais j'ai dit ce que je pensais. Voilà. J'ai dit sincèrement ce que je pensais. Vous avez été emporté par la émotion? Non, j'ai dit ce que je pensais. C'est-à-dire que c'est pas une question de discipline militaire. Je suis désolé. Je pense que s'il n'y avait pas eu la mésentente entre l'ancien et le nouveau, nous n'en serions pas là. Voilà. Mais vous dites dans votre discours que Tchogo Zida viendra, et même s'il ne vient pas, vous irez le chercher parce que ce n'est pas une question de c'est pas une question de ce n'est pas seulement son destin individuel. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir la vérité de lui dire, soyez courageux de rentrer? Non, je n'ai pas besoin de lui dire ça. Honnêtement, je pense qu'il le sait. Il sait que... Qu'il doit être courageux et rentrer? Non, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ce... Vous le motiverez, l'encouragerez davantage? Non, je pense que vous prêchez à un converti. On n'a pas besoin de lui dire ça. Il sait qu'il doit faire face à son destin. Peut-être que nous essayons de choisir le moment le plus opportun et non celui qu'on voudrait nous imposer. Pourtant, la campagne, c'est bientôt là. Oui, bon, écoutez, quand on parle de l'histoire, c'est pas, on parle pas de campagne. Pourtant, il est votre candidat. Oui, mais ils ont même dit qu'il rentrer pour battre campagne et tout ça. Encore une annonce. Bon, écoutez, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que son dossier soit déposé cette semaine. Voilà.
D'accord, on a 2 minutes, on doit quand même la partager. Pensez tout de même pas qu'on va faire tout ça pour qu'il s'adresse au Burkinabé à distance. Est-ce que vous ne faites pas du tort au MPS en n'acceptant pas d'être véritablement le candidat à défaut, comme vous l'avez souhaité? Je n'aime pas être les plans B. Voilà, je n'aime pas être les plans B. Les plans B, on les aime pas. À un moment donné, les plans B s'imposent comme une alternative. Non, Yacouba lui-même était un plan B dans la transition. Non, voilà, quand je fais quelque chose, je le fais parce que j'y crois, parce que je suis convaincu. Voilà. À un moment donné, on se retourne, il n'y a personne, on est soi-même convaincu que c'est un plan B. Mais voilà, je pense que ce moment-là n'est pas encore arrivé. D'accord, tirons un avis conclusif donc de cet entretien. Il nous reste 1 minute, on va la partager en deux. Bernard, rapidement. Merci Président, c'est effectivement un rendez-vous manqué entre Yacouba Isaac Zida et les siens, et aussi certains Burkinabés qui rêvent de le voir venir. Il est candidat, donc qui aussi veulent savoir qu'est-ce qu'il a à proposer aux Burkinabés comme alternative. Donc je dis c'est un rendez-vous manqué. Il y a eu ces passes d'armes entre le MPS et les autorités gouvernementales, mais bon, comme le procès dit vouloir reléguer au jugement dernier qui a violé le commandement numéro 9 voilà, ou qui ne l'a pas fait, bon, on va s'en tenir à ça pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est Yacouba Isaac Zida aussi qui sait qu'elle vienne que pour à un moment donné, il va falloir rentrer et faire face à la situation. Rester éternellement dehors aussi, c'est comme si effectivement on était dans une position d'erreur, on ne veut pas s'assumer. C'est vrai, il y a des problèmes, mais c'est ça aussi être un général, c'est de savoir faire face. Je suis d'accord avec vous. Geoffroy Vara, que vous inspire la gestion de l'affaire par le MPS? Bon, on entend déjà le bruit. On va demander. Ce que moi je retiendrai, c'est ce point du discours de Loada que j'ai fait ressortir. Et à un moment donné, il faut venir répondre. Et ça demande du courage. Parce que lorsque vous êtes contraint, même le courage, des fois, on ne le perçoit plus à l'intérieur. Et c'est une question qui va marquer le parti et qui va marquer aussi sa dynamique future. Ça, c'est une vérité. D'accord. Merci à vous, professeur Loada, président du MPS. On aura l'occasion de vous recevoir encore une fois dans le cadre de la campagne électorale à venir. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain mardi pour la 2e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.